Les analystes disent que cette offensive coûte très cher en vies humaines à la Russie. Et ils utilisent ce que On aurait appelé le broyage de la viande. des tactiques. À présent, le nombre de combattants russes identifiés tués sur la ligne de front en Ukraine a atteint 70 000. Moscou continue d'utiliser ce qu'on appelle des tactiques de hachoir à viande pour tenter d'épuiser les forces ukrainiennes. Comme notre décompte ne comprend que les décès signalés publiquement, le chiffre réel des forces est nettement plus élevé. Les forces russes sont mutilées sur le front actuellement. Honnêtement, qualifier cela de hachoir à viande ne montre même pas à quel point la situation est devenue horrible. Les troupes ukrainiennes ramènent à maintenant certaines tactiques impitoyables de l'époque romaine, des méthodes d'une brutalité extrême. Elles ont été conçues à l'origine pour briser les charges de cavalerie, mais ils les ont adaptées pour contrer parfaitement les vagues incessantes d'infanterie russe. Et les résultats sont tout simplement dévastateurs. Pour chaque soldat ukrainien perdu, environ 66 soldats russes sont massacrés. Vous voyez, depuis des mois, la Russie jette absolument tout ce qu'elle a sur le bastion ukrainien de Liman, une ville stratégique qu'elle avait désespérément besoin de capturer. Mais malgré le sacrifice de milliers de soldats, de chars et de montagnes d'obus d'artillerie, ils n'ont fait aucun progrès significatif. La principale route vers Liman traverse la rivière Jerebrets. Même après avoir fait passer des troupes il y a plusieurs mois, celles-ci sont restées coincées. Ils ne pouvaient pas avancer parce que l'artillerie ukrainienne pilonnait constamment leur position, les clouant sur place et empêchant toute avancée significative. Et reprenant les rares avancées faites par les Russes. Alors, par pur désespoir, les commandants russes qui ont tenté un pari risqué. Au lieu de poursuivre leur assaut frontal à Liman, ils ont déplacé leur attention plus au sud, vers un petit village nommé Torsk. En prenant Torsk, ils ouvriraient une voie de contournement, encercleraient Liman par l'arrière et couperaient ses défenseurs. Mais ce que les Russes n'en avaient pas compris, c'est que les Ukrainiens avaient précisément anticipé ce scénario. La 63e brigade mécanisée ukrainienne attendait, espérant que la Russie ferait ce mouvement. Pendant des mois, cette brigade s'était préparée méticuleusement et avait mis en place des pièges mortels inspirés des tactiques si brutales de l'époque romaine, puis les avait combinés avec de l'artillerie de précision et la guerre moderne par drone. Lorsque les Russes sont finalement arrivés en chargeant, le champ de bataille s'est rapidement transformé en véritable bain de sang. À chaque perte d'un soldat ukrainien, environ 66 Russes étaient tués. C'est un ratio de perte de 66 contre 1, ce qui est, pour le dire franchement, complètement fou. Dans la guerre moderne, des chiffres comme ceux-ci n'arrivent tout simplement pas, et pourtant, nous en sommes là. Si les tactiques ukrainiennes n'étaient pas déjà assez brutales, le paysage autour de zones comme Liman et Torsk est un cauchemar en soi. Au nord, il y a d'immenses réservoirs et des zones marécageuses. Ce type de terrain a complètement empêché les troupes russes de se déployer ou d'essayer de contourner les défenses ukrainiennes. Ils ont dû prendre des chemins étroits, des points d'étranglement parfaits, exactement où l'Ukraine le souhaitait. Au sud, la région près de Torsk est couverte de forêts denses. Les Ukrainiens exploitent cette force en installant des embuscades, des positions de snipers et des points de tir cachés. Les Ukrainiens sont allés jusqu'à creuser des sections de route et à construire de nouveaux chemins, s'assurant ainsi que les troupes russes se déplacent exactement là où ils le voulaient. Un simple coup d'œil au terrain autour de Torsk, et toute personne ayant un minimum de sens tactique aurait compris que c'était un piège mortel. Chacune de ces tactiques réécrit les règles de la guerre moderne. Si vous pensez que plus de gens devraient voir comment l'Ukraine agit et pourquoi la Russie ne peut l'arrêter, mettez un j'aime et abonnez-vous. Ce simple clic aide à faire passer cette histoire au-delà des gros titres et à dépasser la propagande russe. Maintenant, peut-être que les commandants russes étaient aveugles à cela, ou peut-être qu'ils s'en fichaient tout simplement. Lorsque les Russes ont compris que leur méthode habituelle échouait, ils avaient déjà perdu la plupart de leur équipement lourd. Des chars, des blindés, tout ce que vous voulez, il était trop tard pour changer la situation. Alors les commandants russes sont devenus encore plus désespérés et, honnêtement, encore plus imprudents, maintenant que leurs chars et véhicules blindés étaient redétruits. Leur stratégie était d'envoyer des vagues d'infanterie à l'assaut sur motos et quads, misant sur la vitesse et le chaos pour percer avant la réaction ukrainienne. En réalité, cela a empiré la situation et le ratio de pertes s'est alors devenu très élevé. Vous vous rappelez ces pièges vicieux de l'époque romaine dont je parlais ? Prenons un instant pour ralentir et examinons précisément ce qui rend ces petites pointes si dévastatrices et efficaces. On les appelle choses trappes, une arme à 4 pointes acérées. Elles sont conçues pour qu'en tombant,
une pointe soit toujours orientée vers le haut. Son incroyable simplicité le rend justement si mortel. La 63e brigade ukrainienne a dispersé des milliers de ces pointes sur les routes et chemins étroits, visant les itinéraires obligatoires des troupes russes. À l'époque romaine, les armées jetaient ces chausses-trappes sur les champs de bataille et routes, blessant les chevaux et stoppant les charges de cavalerie. Les pointes traversèrent les sabots des chevaux et projetaient les cavaliers au sol, les exposant aux archers et à l'infanterie. C'était brutal alors, comme aujourd'hui. De plus, les Ukrainiens n'ont pas seulement copié les tactiques romaines. Ils ont utilisé des drones pour larguer précisément des centaines de chausses-trappes sur routes et sentiers, quelques secondes avant l'arrivée des unités russes. Normalement, des éclaireurs ou des équipes de drones dégageraient la route devant, vérifiant la présence de mines terrestres ou d'autres dangers. Mais ces chausses-trappes déployées par drone ont complètement annulé cette stratégie. Une route pouvait sembler sûre une minute, puis, littéralement quelques secondes plus tard, devenir un champ de mines invisibles rempli de pointes. Les Russes n'avaient ni le temps de réagir, ni la possibilité d'éviter l'invisible. Le mieux, c'est que les chausses-trappes sont très bon marché et simples à fabriquer. Au début de la guerre, les forgerons locaux, habituellement fabricants de répliques d'armes médiévales, ont commencé à produire en masse des chausses-trappes avec des clous soudés. Contrairement aux mines traditionnelles, les chausses-trappes n'ont pas besoin d'explosifs et sont presque impossibles à repérer par des drones ou des caméras thermiques. Lorsque les troupes russes ont compris que quelque chose clochait, leurs pneus avaient crevé, leurs motos s'étaient retournées et les soldats étaient exposés au feu constant des mitrailleuses et snipers ukrainiens. Pour être honnête, les soldats russes envoyés dans ces pièges horribles n'avaient pas vraiment le choix. Dans l'armée russe, désobéir peut mener à la torture, la prison ou l'exécution par ses supérieurs. Avec ce commandement, vous risquez d'être abattu par les Ukrainiens devant ou vos officiers derrière. Lors des rares occasions où les unités russes parviennent à s'emparer brièvement d'un bosquet ou d'une position avancée, les drones ukrainiens les repèrent presque immédiatement. Avant même que ces soldats russes ne puissent se reposer ou installer des défenses, ils sont attaqués par des grenades de drones, des obus de mortiers et des tirs d'artillerie ukrainiens cachés à proximité. Les Russes, désespérés, portent désormais des capes thermiques de fortune, des couvertures et tissus improvisés, pour dissimuler leur chaleur corporelle aux drones ukrainiens, dotés de caméras thermiques. Mais le problème, c'est que ces capes étaient tellement mal fabriquées, qu'elles ont fini par produire l'effet inverse. Au lieu de dissimuler les soldats, ces capes les rendaient encore plus visibles sur les images thermiques. Face à de faibles chances, de plus en plus de soldats russes préfèrent se rendre plutôt que de courir vers une mort certaine. Ils savent très bien que les chances d'atteindre vivants les tranchées ukrainiennes sont pratiquement nulles. Donc, à ce stade, la reddition est la seule décision sensée qui reste. Mais pourquoi, Liman ? Pourquoi passer 3 longues années et sacrifier d'innombrables soldats juste pour capturer cette petite ville apparemment ordinaire ? Eh bien, la vérité, c'est que la ville de Liman est la pièce maîtresse de toute la campagne de la Russie à l'est. Située juste à la limite de l'oblast de Donetsk, près de la frontière avec Louhansk, Liman est un carrefour crucial de routes et de chemins de fer reliant toute la région du Donbass. Contrôler Liman, c'est maîtriser les lignes d'approvisionnement, les mouvements de troupes et l'accès aux territoires orientaux de l'Ukraine. Lors de l'invasion russe de 2022, la prise de Liman est vite devenue une priorité majeure. Prendre la ville permettrait d'atteindre des objectifs stratégiques majeurs, surtout Sloviansk et Kramatorsk, 2 villes clés du Donbass. Liman étant situé sur cette rivière majeure, son contrôle offre des passages stratégiques et d'importants avantages défensifs et logistiques. En fait, les forces russes ont bien capturé Liman en mai 2022, mais cette victoire n'a pas duré longtemps. Quelques mois plus tard, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-attaque, encerclé la garnison russe et repris la ville le 1er octobre 2022. Cette défaite a été très embarrassante pour la Russie, survenant peu après que Poutine a proclamé avec audace l'annexion de Donetsk, Liman inclus, comme territoire russe. Depuis lors, les Russes sont obsédés par l'idée de la reprendre, désespérés de racheter leurs pertes et de rouvrir la porte vers le Donbass. Cette importance stratégique explique aussi pourquoi les troupes ukrainiennes font tout leur possible pour tenir la ville. Mais les chausses-trappes ne sont pas le seul ancien stratagème que l'Ukraine a repris de l'histoire. Les soldats ukrainiens ont également piégé des zones entières avec des pièges classiques, comme des grenades déclenchées par des filets de pièges et des mines dissimulées. C'est le type de tactique de guérilla vue au Vietnam.
Beaucoup de méthodes improvisées sur les champs de bataille ukrainiens reprennent des ruses d'il y a des décennies ou des siècles. Elles ont maintenant été mises à jour, perfectionnées, et sont encore plus mortelles grâce à une touche moderne. Par exemple, pendant la guerre du Vietnam dans les années 1960, les guerrilleros Vietcong faisaient face à la puissance de feu écrasante des États-Unis. Mais au lieu d'affronter directement l'Amérique, ils comptaient sur des pièges ingénieux et rudimentaires comme les pieux Ponji. Des pointes de bambou aiguisées étaient dissimulées dans des fosses ou le long des sentiers. Pire, ils enduisaient souvent ces pointes de terre, de poison ou d'immondices, causant de graves infections. Une fois qu'elles perçaient les pieds ou les jambes des soldats américains malchanceux. Comme les choses trappes actuelles en Ukraine, les pieux Punji étaient très bon marché et sans technologie avancée. Pourtant, ils représentaient environ 2% de toutes les blessures de combat des soldats américains. Combinés à d'autres pièges et explosifs dissimulés, ils représentaient près de 15% des pertes américaines au Vietnam. L'objectif principal n'était pas toujours de tuer, mais de blesser, ralentir et démoraliser l'ennemi. Un soldat blessé mobilisait souvent 2 camarades pour l'évacuer, retirant ainsi plusieurs combattants du champ de bataille. Très vite, les government issues américains sont devenus extrêmement prudents lorsqu'il s'agissait de quitter les sentiers dégagés, sachant que le sol lui-même pouvait dissimuler des pointes ou des mines cachées prêtes à exploser. Les choses trappes ukrainiennes produisent aujourd'hui le même effet psychologique sur les troupes russes. Un autre exemple est la guerre soviéto-afghane des années 1980. À l'époque, les combattants moudjahidines afghans comptaient souvent sur la guérilla traditionnelle pour épuiser et frustrer la puissante armée soviétique. Au lieu de se battre à découvert, ils tendèrent des embuscades dans les cols de montagne, exactement comme ce que fait l'Ukraine aujourd'hui dans les zones boisées. Les moudjahidines étaient spécialisés dans les attaques éclairs contre les convois de ravitaillement soviétiques, posaient des bombes artisanales simples mais efficaces sur les routes et utilisèrent des explosifs primitifs à retardement qui allèrent plus tard évoluer en les tristement célèbres engins explosifs improvisés d'aujourd'hui. Les soviétiques sont entrés en Afghanistan avec des chars et des hélicoptères de combat, comme une armée conventionnelle. Mais ils furent frustrés par un ennemi refusant de combattre à découvert, utilisant le terrain et des ruses à son avantage. Après une décennie de pertes constantes et de frustration, les forces soviétiques se sont retirées, complètement vaincues. Même les Romains, réputés pour leur discipline et leur génie en ingénierie, ont parfois été victimes de tactiques de guérilla imprévues. En l'an 9, les tribus germaniques ont attiré les légions romaines dans les forêts de Teutobourg, puis les ont prises en embuscade et anéanties. Des décennies plus tôt, à la bataille de Carès, en 53, avant Jésus-Christ, les archers parthes à cheval ont harcelé et piégé une armée romaine bien plus nombreuse par des fausses retraites. Avoir la supériorité numérique ou technologique ne garantit pas la victoire si l'ennemi combat plus intelligemment et exploite mieux le terrain. C'est quelque chose que la Russie n'a toujours pas compris, malgré des décennies d'expérience dans des conflits exactement de ce type. L'Ukraine emploie aussi diverses tactiques non conventionnelles, comme la tromperie et les leurres, de manière si intelligente et efficace qu'ils impressionneraient probablement même l'ancien stratège militaire Sun Tzu lui-même. Par exemple, les forces ukrainiennes ont construit des répliques en bois incroyablement réalistes, de cibles de grande valeur comme les lance-roquettes HIMARS, fournies par les États-Unis, et les ont délibérément placées là où les drones russes pourraient facilement les repérer. Comme on pouvait s'y attendre, les forces russes ont mordu à l'hameçon et ont gaspillé de coûteux missiles de croisière calibre pour détruire ces lanceurs en bois sans valeur. Au moins 10 missiles de croisière russes auraient été gaspillés sur ces leurres, selon les rapports. Constatant le succès, l'Ukraine a aussitôt accru la production de lanceurs factices pour continuer à tromper les Russes. S'il y a une chose dans laquelle les forces ukrainiennes excellent, c'est leur capacité à s'adapter rapidement à ce qui fonctionne. Quand une méthode fonctionne, comme les drones suicides, les hérissons anti-chars ou les lanceurs factices, ils intensifient production et déploiement. Et si quelque chose ne donne pas de résultat, ils ne perdent pas de temps et passent rapidement à autre chose. D'un autre côté, les forces russes reviennent sans cesse à la seule stratégie qu'elles semblent non vraiment maîtriser. Pilonner une zone sans relâche avec de l'artillerie, puis envoyer vague après vague d'infanterie chargée tout droit dedans, souvent à pied. Quand cela échoue, leur innovation n'est pas de changer de tactique. Au lieu de cela, c'est simplement de déplacer ces soldats plus rapidement. D'où les motos et quads, où ils envoient simplement plus d'hommes dans la machine à broyer. On s'attendrait normalement à ce qu'une armée de superpuissance, surtout avec l'histoire de la Russie, fasse preuve d'un peu de créativité ou d'adaptabilité sous pression.
L'attitude de la Russie pendant la guerre en Ukraine est restée très prévisible, strictement selon le manuel, et honnêtement, selon l'histoire, de la pire façon. Si l'intelligence artificielle vous inquiète par ses impacts sur les emplois, les industries, l'éducation ou l'économie, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. D'après l'université Rutgers, 70% des travailleurs américains craignent l'usage de l'intelligence artificielle par les employeurs pour prendre des décisions. 3 personnes sur 10 s'inquiètent que leur emploi soit supprimé par l'intelligence artificielle. Même les experts sont d'accord. De nombreuses études prévoient que d'ici 2030, 30% des emplois seront automatisés et 44% des travailleurs remplacés par l'intelligence artificielle. Cela signifie que vous devez faire attention si vous voulez éviter de devenir une victime. Nous avons donc récemment créé une vidéo YouTube expliquant ce qui se passe en coulisses et comment les gens se préparent non seulement à survivre, mais aussi à profiter de la révolution de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de devenir programmeur ni de créer un nouveau ChatGPT. Il faut identifier le vrai levier à mesure que l'intelligence artificielle progresse et comment des personnes l'utilisent déjà pour créer des carrières plus sûres. Si vous vous sentez incertain face à l'avenir, ou si vous êtes simplement curieux de connaître vos options, regardez cette vidéo ici sur YouTube, en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran. Alors, pourquoi la Russie a-t-elle autant de mal à improviser ou à s'adapter ? Tout cela se résume à la culture militaire. L'armée russe est réputée pour sa structure de commandement très hiérarchique. À la différence des armées occidentales, où sergents et officiers subalternes sont encouragés à s'adapter et réfléchir de façon autonome, les unités russes doivent souvent obtenir l'accord de leurs supérieurs, même pour de petits ajustements tactiques. Si un événement inattendu survient, imaginez un soldat russe dont le convoi rencontre soudain des milliers de pointes invisibles sur la route. Votre premier réflexe serait de battre en retraite, chercher un itinéraire plus sûr ou envoyer des éclaireurs avant d'avancer. Instinctivement, on ferait tout pour survivre. Mais dans l'armée russe, ce choix n'existe pas. Vous devez attendre que quelqu'un de supérieur donne des ordres. Le temps que les ordres arrivent, votre unité a déjà subi de lourdes pertes. Un autre problème majeur est que la mentalité militaire russe privilégie la quantité et la force plutôt que des tactiques ou la finesse. Jusqu'en 1912, l'état-major général de l'armée impériale russe n'enseignait que 2 manœuvres, l'avance et la retraite. Et souvent, il massait simplement les troupes en colonnes épaisses pour charger directement les lignes ennemies. Malgré de lourdes pertes dues à l'artillerie, les commandants soviétiques ont souvent vaincu les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à leur supériorité numérique, acceptant ces pertes comme partie du processus. Malheureusement pour eux, cette mentalité de force brute n'a pas beaucoup changé, même aujourd'hui. Regardez simplement comment la Russie a combattu pour capturer Bakhmout. Ils ont passé 9 mois brutaux et sacrifié des dizaines de milliers de vies pour capturer cette seule ville. Cela se produit aussi dans de nombreux autres lieux stratégiques en Ukraine. Bien sûr, toutes les batailles n'atteignent pas le même ratio extrême de 66 pour 1 que nous avons vu autour de Torsk. Même des ratios de 10 pour 1 ou 5 pour 1 restent très dévastateurs. À vrai dire, en temps de guerre, l'attaquant subit presque toujours des pertes plus lourdes que les défenseurs. C'est simplement ainsi que fonctionne le combat. Les stratèges militaires le savent. C'est pourquoi les manuels conseillent d'avoir au moins 3 attaquants par défenseur pour espérer percer les lignes ennemies. Si vous voulez vraiment garantir le succès, ce nombre recommandé monte à 4 contre un voire plus. En défendant, vous choisissez le terrain, renforcez les positions, creusez des tranchées et préparez des embuscades. Vous organisez tout comme vous le voulez. Pendant ce temps, les attaquants avancent à découvert, souvent exposés et vulnérables sous le feu ennemi. C'est pourquoi une attaque réussie demande une planification, une stratégie rigoureuse et une improvisation sur le terrain. Chaque mouvement, tir d'artillerie, avancée d'infanterie ou mission de reconnaissance doit avoir un objectif clair. Mais les commandants russes ne faisaient rien de tout cela, d'où des résultats, sans surprise, horribles. Car quelle que soit la taille de votre armée, perdre sans cesse 5, 10 ou des dizaines de soldats pour chaque ennemi abattu reste insoutenable. À la longue, de tels chiffres finiront par vous épuiser. À moins que la Russie ne parvienne à contrer les défenses créatives de l'Ukraine par de nouvelles tactiques ou une force écrasante, bien plus grande que tout ce qu'ils ont accompli. Ils font face au point de culmination. C'est le point de bascule, où une armée perd sa capacité à continuer d'avancer et finit par avoir du mal à même conserver son territoire.
Elle l'a déjà acquis parce que sa force de combat a été brutalement épuisée. Beaucoup d'analystes militaires estiment que la Russie est peut-être déjà proche d'un point de bascule, pas seulement à Bakhmout ou Liman. Les Russes rencontrent les mêmes problèmes au sud et au nord. Par exemple, au sud, la contre-offensive estivale de l'Ukraine a lentement pris de l'élan. Fin juillet, les forces ukrainiennes ont repris le village clé de Staromirovska dans l'oblast de Donetsk. Cela peut sembler insignifiant sur une carte, mais Staromaïovska se trouve juste le long de la rivière Mokriali, ce qui en fait un élément crucial de la première ligne de défense de la Russie, notamment à la jonction de Donetsk et Zaporizhia. Cependant, pour une raison inconnue, ils ne se sont pas préparés sérieusement avant que l'Ukraine n'annonce ses plans. Peut-être que c'était de la pure négligence, ou peut-être que la pression est finalement venue d'en haut. Quand la Russie a agi, elle a construit parmi les lignes défensives les plus profondes et solides en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont bâti de vastes réseaux de tranchées, des bunkers fortifiés, des pièges à chars en béton et des champs de mines mortels. Ils avaient aussi une meilleure artillerie et un soutien aérien. Donc, en théorie, ces fortifications auraient dû rendre impossible toute avancée des forces ukrainiennes. Pourtant, malgré tout ce que la Russie leur a opposé, les forces ukrainiennes ont lentement mais sûrement percé, reprenant village après village. Fin juillet, ils avaient déjà libéré au moins 14 villages dispersés à travers les oblasts de Donetsk et de Zaporizhia. Pendant ce temps, loin au nord, le long de cette immense ligne de front de 1000 km, la Russie a tenté de lancer sa propre offensive, notamment dans l'oblast de Kharkiv et près de Kupiansk, important nœud ferroviaire repris par l'Ukraine l'automne dernier. Les renseignements ukrainiens ont signalé en août que plus de 10 000 soldats russes, ainsi que des centaines de chars et d'artillerie, étaient déjà rassemblés dans le secteur Kupiansk-Liman, en vue d'une éventuelle offensive. À la mi-août, la Russie a intensifié ses attaques de manière significative, forçant l'Ukraine à adopter une posture défensive soutenue. Les autorités ont ordonné l'évacuation d'environ 37 localités dans le district de Kupiansk, y compris le déplacement obligatoire de milliers de civils des villages proches du front. Ces évacuations ont été effectuées à la fois pour assurer la sécurité des civils face à l'intensification des bombardements, et pour donner à l'armée ukrainienne une plus grande liberté d'action afin de défendre, sans mettre en danger, des vies innocentes. L'offensive russe était menée par les unités Storm Z, formées surtout de prisonniers recrutés en prison et envoyés en première ligne. Appuyés par chars, hélicoptères d'attaque et artillerie lourde, ces équipes ont tenté à plusieurs reprises de percer les défenses ukrainiennes près de la rivière Oskil et de reprendre du terrain près de Kupiansk. Mais, comme ailleurs, malgré l'important renforcement russe et leurs offensives agressives, ils n'ont pas réussi à obtenir de véritables percées. Des villages en première ligne ont changé de main plusieurs fois dans la journée. Une tranchée ou lisière de forêt prise par les Russes le matin peut repasser sous contrôle ukrainien le soir. Après 4 ans de guerre, près d'1 million de victimes et d'innombrables équipements détruits, ils restent piégés dans le même cycle d'échecs. Donc la question n'est pas seulement de savoir combien de temps la Russie peut continuer ainsi, mais plutôt combien de pertes elle peut encore se permettre. Avant qu'ils ne comprennent que la supériorité numérique et la force brute ne suffisent pas à vaincre un pays qui se bat plus intelligemment, plus durement et avec plus de détermination qu'ils ne l'imaginaient.